Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV. Pas de vacances pour l'émission malgré l'arrêt des championnats. Pendant tout l'été, nous vous proposons de revivre les meilleurs moments de la saison. Au programme ce soir, un rendez-vous à noter dans vos agendas, la finale régionale du National Beach Soccer qui va avoir lieu dans les Landes. Erwan Lanuzel, le coach de Bergerac-Périgord, rejoint le centre de formation des Girondins de Bordeaux. On va partir à sa découverte. On prendra des nouvelles de l'AS Marcellus Cocumont, l'un des coups de cœur de la saison. Et puis on reviendra sur l'un des exploits majeurs de l'année, celui des jeunes du Pau Football Club en Coupe Gambardella. LFNA TV numéro 96, c'est parti. Et on débute avec un rendez-vous incontournable à noter dans vos agendas. Les 1er et 2 juillet prochains, la finale régionale du National Beach Soccer va avoir lieu à l'Arena Beach de Saint-Sevé dans le district des Landes. Au programme 2 jours de festivités avec du plaisir, des buts, du spectacle. N'hésitez pas à vous rendre sur place, vous allez en prendre plein les yeux. Et si vous ne connaissez pas le beach soccer, nous vous proposons de voir à quoi ça ressemble avec un reportage de la rédaction de LFNA TV consacré à cette discipline du côté de Saint-Médard-en-Jalles. Alors le Football Club de Saint-Médard-en-Jalles, c'est un club qui existe depuis plus de 85 ans. C'est 565 licenciés, c'est différentes spécialités, donc évidemment des équipes de jeunes, des équipes effectivement seniors, c'est des équipes qui évoluent au niveau départemental et au niveau régional. Et puis effectivement on a la chance à Saint-Médard d'avoir différents pôles, le pôle effectivement école de foot, le pôle senior, le pôle féminin avec 80 licenciés et évidemment aussi un pôle, une section beach soccer qu'on a depuis maintenant plusieurs années, avec la chance d'avoir en plein cœur de ville en fait, un site comme celui de Ballonjalles. Alors on a toujours eu la chance en fait, d'avoir cette section à Saint-Médard. On a la chance aussi surtout d'avoir régulièrement des garçons qui sont appelés par Claude Barabé, le sélectionneur de l'équipe de France. Donc Lucas Drouillet est appelé là pour le prochain rassemblement. On a eu Olivier Leblanc, Yannick Fischer qui est aujourd'hui en fait mon dirigeant de la section beach. J'ai la chance aussi d'être accompagné par Benoît Michelina qui est le directeur du pôle espoir, donc il y a une vraie structure en fait, pour accompagner ces garçons qui vont passer des phases départementales puis régionales et je l'espère évidemment accéder au niveau national. Alors c'est vraiment une pratique qui est complètement différente. C'est vrai que quand on vient du foot traditionnel sur herbe, on peut être un petit peu désorienté parce qu'il y a le côté imprévisible des rebonds dans le sable. L'effort est effectivement pas le même en fait. C'est un effort qui est plus fractionné, qui est plus court. Les tiers temps durent 12 minutes. Globalement on tourne toutes les 2 minutes. Donc c'est vraiment un effort plus intense mais plus court. Et après, alors, techniquement, on va retrouver tout ce qui est jonglerie ou des choses comme ça où on va avoir un lien. Après, comme le sol est vraiment hyper différent, tout ce qui est conduite de balle, c'est vraiment une autre pratique complètement par rapport au foot à 11. Donc un joueur qui peut être très performant sur foot à 11, finalement, va être potentiellement assez perturbé sur du sable. Et inversement, si un joueur qui a des capacités peut-être un petit peu limitées sur l'herbe peut finalement bien s'en sortir. Sur du sable, sachant qu'on va privilégier le jeu en l'air. Donc c'est vrai que si on n'est pas à l'aise à lever un ballon, à maîtriser un petit peu en l'air, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a aussi beaucoup de jeu au sol malgré tout qui se fait une fois que le ballon tombe. Honnêtement, j'ai plus l'impression que maintenant c'est en train de basculer justement ce que la Fédé s'intéresse un petit peu plus que ce que c'était avant. Et en fait, l'objectif c'est d'intéresser des jeunes qui se mettent vraiment à la pratique et d'arriver à spécialiser en fait des gens sur la pratique vraiment du beach soccer, quoi. Et l'image de on va faire du beach parce que c'est en fin de carrière qu'on y va, globalement c'est un petit peu changé. Et l'attrait, je pense, qui est principal, c'est que ça reste un sport qui est quand même assez
assez spectaculaire. Enfin, il y a quand même pas mal de retournées, il y a des reprises de volée. Enfin, ça peut être visuellement, ça peut être intéressant si on arrive honnêtement à avoir un minimum de qualité. Après, c'est vrai que quand le ballon tombe à chaque fois, ça peut ressembler un petit peu à une purge, quoi. Mais globalement, en fait, c'est ça, je pense, le principal attrait, c'est que c'est un effort complètement différent et c'est une pratique qui va demander des capacités complètement différentes au foot à 11 et ça reste un sport spectaculaire et ludique, quoi. Et honnêtement, moi, je trouve moins traumatisant plus que le foot à 11, quoi. Le sable, ça a ses particularités. Si on cherche à jouer dans le sable comme on joue sur herbe, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a, voilà, même tactiquement, c'est quand même différent. Enfin voilà, il y a beaucoup de différences. Mais en même temps, c'est une grosse complémentarité parce que c'est faire autre chose que du foot sur herbe. Ça peut être aussi même pour une réathlétisation, dans ce genre de circonstances. Donc non, c'est une dualité qui c'est pas une concurrence non plus, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut. Beaucoup l'ont compris, hein. Il y en a qui jouent sur herbe pendant la période hivernale et qui basculent sur le sable. Les plus vieux comme moi font que le sable, ils se reposent l'hiver. Et non, c'est voilà. Mais sinon, voilà, les gestes, c'est plus aérien, c'est plus parce que le sable incite à ça. Donc voilà, c'est juste ça, quoi. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai eu l'opportunité de connaître ça et ça fait un moment que j'en fais et voilà, je me suis éclaté, j'en ai bien profité. Donc voilà, j'incite tous les gens tous ceux que je connais de venir un petit peu, hein, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment ça et c'est pas pour ça qu'ils reviennent. Il n'y a pas de règle. On fait rien sans passion, on fait rien sans plaisir. Et je pense qu'en fait les garçons que vous avez derrière qui évoluent au niveau national sont tous des passionnés, ils prennent tous plaisir à se retrouver pieds nus dans le sable. Mais voilà, la passion, le plaisir et puis tout simplement aussi la découverte finalement de cette pratique qui reste encore évidemment un peu à l'écart. Mais on a vraiment l'ambition à Saint-Médard que de vouloir continuer à développer la section beach. Donc pour ceux qui veulent en tout cas avoir plus de renseignements et d'informations, qui n'hésitent pas à se rapprocher de nous, on sera en mesure de pouvoir les mettre en relation avec les dirigeants qui gèrent la section beach du FC Saint-Gilles. 3-4 adjectifs, alors plaisir. Après, ça c'est de mon point de vue plaisir, spectaculaire. On va mettre le mot qui met un petit peu tout dans le même pot, c'est fun, parce que ça reste du coup toujours le même truc spectaculaire, tout ça, et dur, mais c'est aussi dans ces situations qu'on en retire du plaisir, de mon point de vue. Donc voilà, c'est toute cette complémentarité qui fait que faut venir dans le sable de temps en temps pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Alors je dirais le côté spectaculaire, malgré tout le côté ludique, parce que je pense qu'il faut garder vraiment en tête ce côté ludique là qui est intéressant pour arriver à une pratique sur le long terme. Et le troisième adjectif, je dirais sur de la dépense énergétique, quoi, parce que c'est un effort quand même qui est spécifique mais qui est assez costaud, quoi. Enfin, après c'est abordable pour tout le monde, il faut juste être motivé à y aller.
C'est l'un des transferts de l'été en Nouvelle-Aquitaine. Erwan Lanuzel, entraîneur pendant 2 saisons du club de Bergerac-Périgord, quitte le BPFC pour rejoindre les Girondins de Bordeaux et son centre de formation. Celui qui a régulièrement été notre invité dans l'émission part avec un bilan plus qu'honorable, avec en 2 ans 2 podiums en National 2 et un quart de finale de Coupe de France. Pour en savoir un peu plus sur Erwan Lanuzel, nous vous proposons de revoir le portrait qui lui était consacré dans une émission précédente d'LFNA TV. Je m'appelle Erwan Lanuzel, je suis entraîneur du Bergerac-Périgord Football Club en National 2. Alors en fait moi ça repart à l'époque où j'étais joueur, parce qu'il avait été nommé à 25 ans du coup coach d'une équipe première en N3. Donc dès le départ ça m'avait un peu intrigué comment ce jeune coach pouvait arriver on va dire à mettre en place ses idées, à entraîner une équipe de seniors à 25 ans. Je m'étais déjà à l'époque renseigné un peu dessus, sur le parcours qu'il avait eu. Et après c'est sur le premier confinement où on a un peu discuté à propos d'un joueur qui était Romain Scarpit, qui est maintenant chez nous. On avait discuté via LinkedIn à l'époque. On avait pas mal échangé sur un peu la philosophie du projet qu'il avait en tête, ce qu'il imaginait pour son futur. Et à l'époque, il avait 31 ans, donc il était plein d'un force de l'âge. Et en discutant de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on est plein d'atomes crochus au niveau du projet sportif. Et c'est comme ça qu'on en est venu à, on va dire, à travailler ensemble par la suite. J'ai de suite apprécié l'approche qu'il a eue. Il a été hyper humble en disant qu'il ne connaissait pas le niveau, que lui il avait fréquenté les divisions d'en dessous, mais que voilà, il était plein d'ambition et tout. Et franchement, son discours, moi j'ai accroché direct. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça venant d'un coach. Et franchement, il a réussi à fédérer tout un groupe rien que sur la première intervention qu'il a faite en individuel. Donc moi j'ai de suite accroché, j'ai hyper apprécié. Et vraiment après, il a pris le groupe N2 comme si ça faisait longtemps qu'il était à ce niveau-là, quoi. Nous, on n'a vu aucune différence avec un coach qui était là depuis des années ou quoi dans le passé, mais ça s'est super bien passé. On est un petit peu peut-être à l'ancienne avec Erwan, mais on est persuadé que le travail fait qu'on avance à un moment donné. Mais par contre, on ne les lâchera pas, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ils nous ont montré un tel niveau de performance que tous les week-ends, malheureusement ou heureusement, on les attend à ce niveau-là. Donc nous, dans le travail, on gardera cette dynamique-là. À eux maintenant à la maintenir, mais on n'a pas de doute sur les qualités de ce groupe. Moi, je me concentre sur les résultats. Je pense que quand on a affaire à des personnes plutôt intelligentes, en général, on va plutôt d'abord juger la compétence plutôt que de juger un âge. Je prends des exemples, pour que ce soit pour la couleur de peau, le sexe. Si aujourd'hui on veut des gens compétents, on va ignorer toutes ces choses-là et on va regarder avant tout la compétence. Donc très vite démarrer sur de la compétence quand on met en place les séances et très vite être capable d'amener tout un collectif avec soi. Donc très honnêtement, je n'ai pas senti à un moment donné un regard différent du fait que je sois jeune. Ça représente beaucoup d'émotions, forcément. En plus, on a la chance d'être pas loin de la maison, dans le sens où quand on vient du Pays Basque, Bergerac n'est pas trop loin non plus. Donc on sait qu'on peut facilement attirer les amis, la famille, et c'est quand même agréable de jouer devant ses proches, devant un stade plein.
de rencontrer une équipe quand même historique du football français. Donc voilà, c'est des choses qui sont en termes d'émotion. Quand on fait ce métier-là, c'est ce qu'on vient chercher. Alors on prend beaucoup de plaisir à travailler au quotidien sur les séances d'entraînement, les matchs. Et c'est sûr que ces matchs-là ont une touche particulière. La suite, c'est toujours la semaine qui suit. Hein. Honnêtement, on est toujours focalisé sur la semaine qui arrive. Si on n'était pas dans cet état d'esprit, qu'on se projetait, ça serait beaucoup trop compliqué. Aujourd'hui, moi, j'essaye de maîtriser ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est notre travail au quotidien, notre travail chaque semaine. Et à la fin, on sera récompensé ou pas, mais en tout cas, on va travailler très fort chaque semaine pour continuer à vivre des émotions. Après, aujourd'hui, il reste 14 journées de National 2, ça fait beaucoup de 15 journées même, ça fait beaucoup de journées, beaucoup de points, une poule très homogène. J'oublie pas comment on a galéré dans certains endroits pour prendre des points. Ça a basculé dans un sens, ça peut très bien basculer dans un autre. Donc aujourd'hui, on est assez lucide sur notre première partie de saison et on essaye d'être très concentré pour prolonger cette dynamique-là. Et honnêtement, on n'a pas envie que ça s'arrête non plus. Donc voilà, on met des signaux chaque semaine aux joueurs et nous, staff, on s'impose des signaux pour pouvoir maintenir notre niveau d'exigence. Concentrez-vous. On passe à l'un de nos coups de cœur de la saison, l'équipe des U7 de l'AS Marcellus Cocumont dans le district du Lot-et-Garonne. Les enfants coachés par Steve Rousset avaient remporté l'édition régionale de la Madewish Cup, un tournoi référence chez les jeunes. Début juin, les U7 de Marcellus Cocumont ont disputé en Corse le tournoi final, regroupant les meilleures formations françaises avec notamment l'Olympique de Marseille. L'ASM a terminé 7e de cette Madewish Cup. Nous vous proposons de revoir l'interview du coach Steve Rousset et de celui qui était alors président du club, Philippe Derck. C'était dans l'émission 65 d'LFNA TV. On va filer du côté du Lot-et-Garonne, retrouver deux invités puisqu'on va parler du club de l'AS Marcellus Cocumont avec nous pour en parler. Le président tout d'abord qui est Philippe Derck. Bonsoir président. Bonsoir Benjamin. Et avec nous également un éducateur du club, c'est Steve Rousset qui nous rejoint. Bonsoir Steve. Bonsoir. C'est une grande première, messieurs, félicitations, puisque c'est la première fois qu'on a deux invités au lieu d'un dans cette émission d'LFNA. Donc on est ravis de mettre la lumière sur votre club. On a déjà pas mal parlé depuis le début de la saison du district du Lot-et-Garonne grâce à l'Entente Boé-Bonencontre qui réalise un merveilleux parcours en Coupe de France, on le rappelle. Là, on va s'intéresser maintenant à l'AS Marcellus Cocumont. Président, parlez-nous un petit peu du club. Il est situé où exactement dans le département pour situer un peu à nos téléspectateurs, par exemple par rapport à Agen, la distance? Alors par rapport à Agen, nous sommes situés à environ 70 km donc de la préfecture, voisins de la sous-préfecture de Marmande, puisque nous sommes situés à 10 km exactement de Marmande. Donc voilà, nous sommes limitrophes de la Gironde, à quelques kilomètres de la Gironde, donc nous sommes au nord-ouest du département de Lot-et-Garonne. Et vous avez un trophée entre vous deux. Vous êtes trois dans cette émission. On voit la magnifique Madewish Cup. On va en parler dans un instant avec Steve. C'est une compétition qui a été remportée par votre club dans la catégorie sud-ouest. Il y aura une finale européenne à jouer à Bastia. On va y revenir dans un instant, mais on va quand même présenter votre club. Président Philippe, est-ce qu'on peut donner le nombre de licenciés, le nombre de catégories qui composent ce club ? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes actuellement environ 200 licenciés au sein de l'association sportive Marcellus Cocumont. Donc, il faut savoir que notre club est issu d'une fusion entre deux clubs, fusion qui a eu lieu en 1996, le club de Marcellus et l'Ajax Cocumont, donc qui étaient deux petits clubs qui ont décidé donc de fusionner pour se structurer et pouvoir disposer d'équipements supplémentaires et d'infrastructures un peu plus nombreuses. Et donc, le Football Club de Marcellus, à l'origine, a été créé, lui, en 1979. Et nous avons fêté, il y a 3 ans de cela, nos 40 ans d'existence.
au cours d'une belle soirée festive. Actuellement, donc, comme je vous le disais, nous avons 200 environ licenciés. Pour la moitié, donc, des enfants de l'école de foot. Donc, toutes les catégories sont représentées au sein de l'association sportive Marcellus Cocumont, à l'exception de la catégorie U15 que nous n'avons malheureusement pas pu monter cette saison faute d'effectifs suffisants. Mais sinon, nous avons voilà, beaucoup d'enfants dans toutes les autres catégories jusqu'au U17 qui sont représentés. Voilà. Et vous jouez en rouge et noir, puisque ça commence par ASM, mais ce sont plus les couleurs de l'OGC Nice. Tout à fait. Donc, en fait, à l'origine, le rouge est la couleur donc, du Football Club de Marcellus et le noir était une couleur de l'Ajax Cocumont. Donc, on a fait un mix des deux. Et maintenant, les nouvelles couleurs du club sont, comme dirait Jeanne Masse, le rouge et le noir. Voilà. En rouge et noir, vous allez vaincre vos peurs, on l'espère, à Bastia. Dans peu de temps, ça sera cet été. On va en parler avec Steve, puisque Steve fait partie des éducateurs du club et on va mettre en lumière la catégorie U7, puisque l'AS Marcellus Cocumont a remporté en novembre, donc début novembre, la Madeus Cup qui était organisée du côté de Marmande. C'est une compétition qui se joue à 5 contre 5 et qui réunit les meilleurs du Sud-Ouest. Vous avez dignement représenté, Steve, le Lot et Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine, puisque vous avez donc remporté cette compétition et que vous allez disputer cet été la finale européenne à Bastia avec des noms prestigieux, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester United. Steve, racontez-nous, il y a combien d'enfants dans cette catégorie U7 du côté de Marcellus Cocumont? Alors, cette année, on a un effectif de 27 enfants sur cette catégorie-là, ce qui est énorme. Il y a 2 ans, quand j'ai repris la catégorie, on était juste 8. L'an dernier, on était 17 et cette année, on est 27. Voilà. Donc, sur les 27, on a une dizaine de U7, une dizaine de U6 et on a entre 5 et 7 U5. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas encore l'âge de commencer. Ils ne font pas de plateau, mais ils commencent les entraînements avec nous parce que ils ont des copains d'école, etc. Donc, on les prend un petit peu plus jeunes à partir de 4 ans et demi. Voilà, la composition. Et vous avez fait un parcours presque à la Didier Deschamps dans cette Madeus Cup. Quand on regarde un petit peu, il y a des victoires au forceps, il y a votre gardien qui a été très performant. Et puis vous battez mine de rien des clubs importants comme Marmande, comme Cestas. Steve, ça doit être une fierté d'avoir ce trophée-là qui est entre vous deux. Racontez-nous un petit peu cette journée, comment ça s'est passé. Ouais, alors déjà, c'est la petite coupe parce que la grande, c'est un joueur qu'il a, il tourne toutes les semaines, il se les passe. Donc, chaque joueur a une petite coupe et une médaille. Donc, ça, c'est celle de mon fils. Ouais, on a fait exactement un peu la Didier Deschamps, c'est exactement ça. Parce qu'on a été très costaud défensivement. Et bon, il faut une part de chance aussi. Même si on s'était préparé, il faut savoir que l'an dernier, j'avais amené sur les 7 joueurs, j'avais amené 4 joueurs l'an dernier, déjà la Madeus qui était que U6, donc il y avait un an de moins, parce que on a des joueurs qui ont quelque chose de différent des autres, qui ont beaucoup de marge de progression. Donc l'an dernier, je les avais préparés, ils étaient en fin d'année au mois de mai, je crois. Donc on avait fait un classement 6e sur 9. On s'était fait bouger un peu physiquement. Mais j'avais envie de les amener pour voir un petit peu ce que c'était la Madeus aussi, et on s'était vraiment préparé pour ce Madeus. C'est vraiment pas le fruit du hasard si on y arrivait. Moi, je pensais finir dans les 3 premiers parce qu'on ne connaît pas les équipes qu'on va rencontrer, on ne connaît pas leur niveau. Donc, on s'était vraiment préparé pour ce Madeus, pour faire quelque chose, parce que je savais qu'on avait les moyens et nos petits avaient vraiment les moyens. On a un gardien, je pense que il a été le meilleur gardien du tournoi. À cet âge-là, normalement, ils n'ont pas la fibre de gardien, ça contourne vraiment les enfants, sauf que lui, c'est vraiment quelqu'un à part. Donc, c'est quelqu'un qui nous a fait vraiment du bien à ce niveau. Et puis après, défensivement, on était très organisé, très costaud. On n'a pas pris beaucoup de buts. Offensivement, on n'a pas été transcendant, mais on a marqué quand il fallait. Et ça démontre le parcours, quart de finale, demi-finale, on gagne 1-0, on est très costaud. Et puis en finale, on ouvre le score contre Libourne, qui était invaincu, qui était vraiment la super équipe du tournoi. On avait fait déjà 0-0 le matin contre eux. Et puis l'après-midi, on ouvre le score en finale, rattrape en deuxième mi-temps. Et puis après, les pénaux, après c'est un peu
le hasard, mais la chance, on va dire. Mais bon, on a eu un super gardien et puis nos tireurs, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc voilà, donc on crée un exploit qui est vraiment, voilà, c'est le travail déjà de 2 ans. Il faut savoir qu'on s'entraîne 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, et j'ai à peu près 80% de participation aux entraînements. Et vraiment, on fait les enfants progressent beaucoup. Voilà. Président, ça doit rendre fier parce que d'habitude, c'est plutôt l'équipe Fagnon, l'équipe senior qui met en lumière le club. Là, ce sont les minots, les drôles, comme on dit dans certains coins de la Nouvelle-Aquitaine, qui mettent le club en haut de l'affiche. Ça doit être une sacrée fierté. Oui, effectivement, Benjamin. Alors nous, on a plutôt tendance à les appeler les mini panthères parce que effectivement, nous, le blason du club, c'est une panthère. Donc nous, ce sont nos mini panthères, voilà, qui ont créé l'exploit et qui ont effectivement mis en lumière le club. Pour nous, c'est une superbe vitrine. On a eu des messages de félicitations émanant de énormément de monde, de clubs, de supporters qui nous ont assuré leur soutien et qui nous ont dit qu'ils allaient être nos premiers supporters donc pour notre déplacement en Corse. Le district de Lot-et-Garonne également, par l'intermédiaire de son sympathique président Sylvain Michelet, nous a adressé aussi ses félicitations. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment une superbe mise en lumière et en vitrine de notre club. C'est vrai qu'effectivement, habituellement, c'était notre équipe Fagnon qui portait le club vers le haut. Et là, effectivement, là, c'est grâce aux fruits et enfin, au travail de nos éducateurs et vraiment à leur investissement. Ils en sont récompensés. Et pour nous, c'est super, quoi, pour eux, pour les enfants, pour les parents qui sont à fond derrière aussi. Et voilà, pour nous, c'est vraiment génial ce qui nous arrive. Voilà, c'est un petit cadeau de Noël, même un très beau cadeau de Noël un peu en avance, mais pour nous, c'est vraiment super. Voilà. Et pour les enfants, ça sera un cadeau estival également, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, cet été, il va y avoir une finale européenne à Bastia. On va rappeler les noms des futurs adversaires potentiels, mais il y a des Bayern Munich, des Real Madrid. Ça les fait déjà rêver, Steve, vos pitchouns, là, de se dire qu'on va se confronter à des clubs européens de telle envergure? Ouais, ben ils sont aux anges, ils sont complètement excités, voilà, ils s'imaginent déjà Bastia. Donc ouais, ils sont déjà avant la Madrid, s'ils voulaient y aller. Donc je leur ai dit attention, il faut gagner Norman. Mais voilà, comme tous les enfants, comme toutes les équipes, je pense que tout le monde veut y aller, que tout le monde rêve ça va être un moment gravé à vie. Donc on est en train déjà de préparer tout ça. J'ai une petite parenthèse, j'ai oublié, Norman on aurait dû être 3 parce qu'il y a mon collègue qui coach avec moi, c'est Amaury Mazet. Il m'a rejoint l'an dernier, il fait un super boulot, on a vraiment un super binôme et malheureusement il ne peut pas être là aujourd'hui, je le remercie. Et aussi une grosse pensée pour tous les éducateurs de l'école de foot. Donc Laurent Hamming qui a eu 13, Morgane Leclerc qui a eu 11 et Benoît et Cyril qui font les U9 parce qu'on travaille tous main dans la main, on est tous des copains et du coup on échange vachement et c'est pour ça que ça marche aussi, quoi. Voilà. Et évidemment, on salue tous les éducateurs, les formateurs de Nouvelle-Aquitaine, ceux que vous venez de citer du côté de l'AS Marcellus Cocumont qui ont permis évidemment après d'amener des joueurs du côté de l'équipe Fagnon. Et c'est vrai qu'on le fait régulièrement, mais on le rappelle, bravo à tous ces éducateurs qui donnent du temps bénévolement à tous les clubs de la région. En termes de football, c'est déjà évidemment très important pour vos U7 d'aller du côté de Bastia et de défier des clubs européens, mais on pense évidemment aussi à l'extra-sportif. C'est une expérience à vivre. Ils vont aller en Corse. On suppose que pour la plupart, ça va être le premier voyage en dehors du Lot-et-Garonne, surtout sur une île comme la Corse. Ça va leur permettre aussi de vivre une expérience en dehors du foot. Et ça, on suppose, Steve, que pour vous, c'est aussi important parce qu'on connaît le rôle dans l'éducation des enfants et on connaît évidemment le rôle très important de tout votre staff. Là, pour les gamins, ce n'est pas que le foot, c'est aussi une expérience à vivre ensemble et la Corse à découvrir. Voilà, c'est ça, c'est l'aventure humaine. Et voilà, on va préparer ce voyage. On va partir, je pense, pratiquement à 20 avec les parents, plus déjà des gens du club qui veulent venir. Donc, on a beaucoup de choses à préparer.
Comme tous les voyages, c'est quelque chose qui va coûter de l'argent. On a des supports. On a 3 supports principaux. On a nos sponsors qui vont nous aider aussi, donc ils vont mettre un petit peu plus. On a aussi la partie des gens extérieurs, comme du mécénat direct, et après des dons. Et ensuite, on a lancé une cagnotte sur Litchi, où c'est qu'on a déjà une belle petite somme. Pour ça, je voudrais déjà aussi remercier, même s'ils sont beaucoup de donateurs, remercier le club de Gonto qui nous a fait un don cette semaine en tant que club voisin et ami. Et même si on doit remercier tous les donateurs, c'est quand même spécial pour nous parce que c'est un club comme nous, un petit club, et en fait ils ont les mêmes contraintes que nous, et là ils n'ont pas hésité à participer pour nous aider à aller à Bastia. Donc on remercie Gonto profondément. Voilà. Et en tout cas, on félicite vos U7, on félicite tout le staff de ce club. On félicite évidemment les bénévoles et on en profite pour saluer tous les bénévoles et les éducateurs de cette belle région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Président, ça va être quoi l'objectif fixé à vos U7 ? On suppose que ça va être de prendre du plaisir, évidemment. Voilà, effectivement, comme disait Steve, ça va être une expérience qui va rester à jamais gravée, je pense, dans leur mémoire. Et puis, ils se projettent déjà avec des étoiles dans les yeux sur ce déplacement du mois de juin. Alors, je pense que l'objectif, il n'y aura pas d'objectif sportif. Bon, après, effectivement, si on gagne, ça serait vraiment le Graal, mais ça sera surtout de partager ensemble une aventure humaine, faire connaître le club et puis faire rêver les enfants. Et puis, ça sera une belle récompense aussi pour les éducateurs et les parents qui sont derrière. Et pour nous, ça sera vraiment une année à marquer d'une pierre blanche pour la SNC, représenter la région de Nouvelle-Aquitaine donc au sein de cette belle compétition qu'est la Madénis, et se mesurer aux grands. Vous avez cité les noms, on peut rêver Bayern, Real et d'autres clubs prestigieux. Nous serons le petit poussé certainement de la compétition, mais nos petites pensées seront de montrer un petit peu leurs dents quand même, pour essayer de les faire douter, même si on sait qu'on joue pas dans la même catégorie, mais bon, c'est la magie d'une compétition comme la Madénis. Et puis voilà, pourquoi pas rêver plus grand. Rêvons plus grand, effectivement, rien n'est impossible, comme on le dit souvent pour l'équipe de France qui, on le rappelle, demain fera son entrée en lice à la Coupe du Monde. Ça peut donner d'ailleurs des envies aux copains là, de rejoindre le club. Ça peut, président Steve, amener de nouveaux licenciés à l'AS Marcellus Cocumont, là, le fait de voir les petits copains qui s'en vont à Bastia disputer des matchs contre le Bayern et le Real. Oui, je pense que ils en parlent tous dans les écoles. Je pense que oui, et puis ce Coupe du Monde là aussi, ça va nous amener du monde pour l'année prochaine. Donc oui, ça fait rêver, ça fait rêver tous les enfants, et je pense que oui, il y en a quelques-uns de plus qui vont se décider à nous rejoindre. Voilà. Bon, c'est déjà une super nouvelle. Il y a quelque chose, président, de prévu là pendant la Coupe du Monde pour les matchs de l'équipe de France au Clubhouse avec les enfants, avec les seniors. Ça va regarder un petit peu, ça va être à fond derrière les Bleus. Oui, bien sûr, on a commencé déjà à découvrir notre Clubhouse, avec des drapeaux de l'équipe de France. Et puis, bien évidemment, on retransmettra les compétitions de notre équipe nationale pour toutes les personnes qui souhaitent y assister au stade. Et puis, pourquoi pas, comme on l'avait fait lors de la dernière Coupe du Monde, une retransmission sur grand écran. La municipalité qu'on remercie également, de Marcellus, qui est un partenaire fidèle, nous avait mis à disposition la salle municipale, la salle des fêtes, pour qu'on puisse retransmettre sur écran géant la finale de nos Bleus. Donc pourquoi pas cette année également envisager ce genre de retransmission pour fêter la 3e étoile de nos Bleus. Avant de retransmettre sur les écrans géants du Clubhouse la finale de la Madénis Cup à Bastia pour voir la victoire de l'AS Marcellus Cocumont face au Real Madrid. En tout cas, merci beaucoup Steve et merci Philippe d'avoir pris du temps dans LFNA. C'était notre coup de cœur de la semaine. On suivra bien évidemment cette aventure magnifique de vos U7 cet été et on vous réinvitera pour en parler. Merci messieurs. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Merci à vous. Au revoir.
On passe à l'un des exploits majeurs de l'année, un exploit qui aura marqué les esprits dans cette émission, celui réalisé par l'équipe du Pau Football Club en Coupe Gambardella Crédit Agricole, le club du Béarn qui a atteint les demi-finales battu par le futur vainqueur l'AS Monaco. En quart de finale, les coéquipiers de Kevin Touillet étaient opposés à l'un des favoris de la compétition, le multiple vainqueur de l'épreuve, l'Olympique lyonnais. Dans un Oostkamp en ébullition, les joueurs du Pau FC se sont qualifiés au terme d'un scénario incroyable et d'une séance de tir au but pleine de rebondissements. C'est l'un des exploits de l'année que l'on vous propose de revivre ce soir avec au commentaire le très enflammé Nicolas Coute. C'est l'heure, la grandeur de cette génération Coupe Gambardella ici au Oostkamp cet après-midi avec le délégué de la fédération et l'entrée des joueurs dans ce stade du Oostkamp avec cet arbitre, monsieur Robin Ingrand, qui est en train de rentrer. Charles Gauthier et Julien Robles seront les arbitres. Vous les voyez, ils arrivent de la Ligue d'Occitanie avec là encore un magnifique soleil. Il ne fait pas toujours beau à Pau, mais quand il fait beau, il fait bien beau. Le coup d'envoi de ce choc historique pour le football néo-aquitain. Quart de finale de la Coupe Gambardella. Pau FC, Olympique Lyonnais, ce sont les Rodaniens en coup d'envoi. Ils vont tenter de marquer sur la gauche de votre télévision ici au Oostkamp. Le coup d'envoi donné par Robin Ingrand, l'arbitre d'Occitanie de ce choc, de l'un de ces 4 chocs. Alors finalement, le coup d'envoi va être donné par les Palois et non par les Rodaniens. Pau, Lyon, c'est parti pour ce choc des quarts de finale de la Coupe Gambardella. Ouais, interception, Marcin qui transmet aussitôt à Copona. Copona, ce ballon avec les Lyonnais à l'angle de la surface de réparation. La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture de Chaïb, on le disait, très en vue. 22e minute de jeu. C'est l'Olympique Lyonnais qui ouvre le score. Ouverture du score de la formation rodanienne. Ce qui était un peu logique, Laurent, depuis quelques minutes. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a perdu un ballon au milieu du terrain et comme je vous le disais au début du match, un mauvais placement et voilà, ça ne pardonne pas, un bon décalage. Et ce beau centre qui a permis à Chaïb de marquer au deuxième poteau. Et ça fait 1-0. Il ne faut pas abdiquer côté palois, on sait que ça peut être dur. Et monsieur Ingrand renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de 1-0 pour l'OL face au Pau FC. But de Chaïb à la 22e minute. La déception peut-être chez les jeunes joueurs de Mathieu Pérez, l'entraîneur de cette formation. Pau qui, rappelons-le, évolue en Régional 1. Et on revoit ce but à la 22e avec Fureur qui donne ce ballon à Chaïb et qui, de l'intérieur du droit, peut battre facilement le portier Michael Lequelec. Que retenir de cette première période, Laurent ? Globalement, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une possession du côté de l'Olympique Lyonnais, des Palois vaillants et qui essayent d'exploiter la moindre situation que va pouvoir laisser l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il faut qu'on soit un petit peu plus juste dans les transmissions et croire encore un petit peu plus dans nos chances. Il y a eu quelques situations, quelques bonnes situations. Maintenant, on n'a pas réussi à cadrer cette frappe ou à être présent encore un petit peu plus dans ces 16 mètres. Pau, Olympique Lyonnais, quart de finale de la Coupe Gambardella à la mi-temps. Ce sont les Lyonnais qui mènent un 0 but de Chaïb à la 22e minute de jeu. La formation du président Jean-Michel Aulas va tenter de conserver cette avance et des arbitres tout de vert vêtus pour un match de l'OL, c'est un signe. Le coup d'envoi de ce Pau Olympique Lyonnais version deuxième période vient d'être donné par l'arbitre monsieur Ingrand. Allez, il faut continuer, c'est bien quand même ce que font les joueurs du Pau FC. Ouais, un bloc lyonnais qui est difficile à bouger, comme je vous le disais, c'est vraiment bien en place. Ils sont très très sérieux, ces Lyonnais. Ils n'ont pas sous-estimé cette équipe paloise. Donc c'est... Diawara.
pour le Quélec. Ndinga, accélération de Ndinga sur ce côté gauche. Ndinga qui va essayer de trouver la boîte avec ce ballon second poteau. Joao, la frappe de Touillet et c'est le but de Touillet et le Pau FC qui égalise après 64 minutes de jeu. Quel but incroyable, quelle action de jeu. Ndinga, la boîte de Touillet, la mésentente avec le gardien de but de l'OL et son défenseur, on le revoit. Quelle erreur de Joao Justin. Et le but palois, ça fait un but partout. Qui l'eût cru? 65 minutes de jeu, Laurent. Et tout est relancé. C'est vrai que le gardien est sorti, mais il a été un petit peu gêné, je comprends, un de ses partenaires. Il a relâché le ballon et Kevin, qui était à la retombée, a su profiter de cette situation. Et on revoit un petit peu court, Kevin qui est là, qui manque un petit peu sa reprise, mais qui finit malgré tout dans le but. La finition et la sortie hasardeuse du gardien de but lyonnais. Eh bien, les pendules sont remises à l'heure. Un partout, 65 minutes de jeu. Allez, être vigilant jusqu'au bout. Ah, ils sont tous fatigués. Même les Lyonnais qui pourtant ont un tout autre rythme, ils sont morts. Oh là là, le Quélec, ah non, ne pas s'arrêter là-dessus. Et pénalty et carton rouge sans doute. Aïe, aïe, aïe. Au moins le jeune, qu'est-ce que va dire l'arbitre? Ah, Aïe, pourquoi aïe, aïe. Quelle erreur. Pourquoi le Quélec? Quelle erreur. Pourquoi maintenant? Quelle erreur. Quelle erreur de le Quélec. Allez, c'est le moment de montrer qui tu es. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas possible. Voilà, 3 minutes, comme le disait le speaker, de temps additionnel. 3 minutes. Mais l'arbitre n'a pas d'autre solution que de siffler un coup de pied de réparation là-dessus. Et c'est finalement dans le temps additionnel que tout va se décider. On s'attendait à la séance des tirs au but. Ils étaient tous morts. Et sur ce fait de jeu, eh bien tout peut chavirer. On le revoit, pénalty logique. Allez, Michael, il faut le sortir celui-là. Allez, il faudrait un coup du hasard. Le Lyonnais va pouvoir exécuter la frappe. Et c'est arrêté! Incroyable! Héroïque! Les Lyonnais qui sont en train d'être dominés, malmenés. L'exutoire palois avec cet arrêt majestueux, incroyable, avec Fureur qui s'est jeté dans la gueule du loup. Le Quélec qui semblait avoir mangé la feuille de match. Et subitement le sauveur, le sauveteur palois. En tout cas, on sent bien que Lourdes n'est pas très loin de Pau. Hein, parce que franchement, quel match incroyable. Des cas de figure indescriptibles. Et c'est fini. La séance des tirs au but entre le Pau FC et l'Olympique Lyonnais. Et la formation de ce coach, cet homme présent à Pau depuis 3 ans, Mathieu Pérez, le petit poussé qui est en train de pousser à la séance de tirs au but le détenteur de ce magnifique trophée dont la finale aura lieu au Stade de France le 29 avril. Le premier tir au but. Allez, on y croit pour le Pau FC face à cette équipe tenante du titre, quadruple vainqueur de la Coupe, Emmanuel Gambardella. Allez, Nolan. Premier tir au but pour Nolan Giraud. Face à lui, Justin Joao. Nolan Giraud, premier coup de pied de réparation et c'est transformé. Un gros quart d'heure avant la fin de cette rencontre. Perret face à le Quélec. Perret. Oh, la Panenka. En quelque sorte, un partout. Allez, Sacha Ossard. Ossard qui a fait un très bon match aussi. Ossard face à Justin Ossard et le but. Ouais, ça fait 2-1. De Carvalho face à Le Quélec, alors que Monsieur Ingrand lui demande de bien positionner son ballon. Le Quélec
qui lui fait signe. Il le chambre. Oh, quelle belle détente pourtant de Lequelec. Il ne faudrait pas qu'en venant titiller, contester, haranguer, tout ce que vous voulez, il en prenne un second dans cette phase des tirs au but. Beau tir Irvan Bocher. de Bocher. Ça fait 3-2 pour le moment. Diawara. Ça fait 3-3. Philippe Ndinga, quatrième tireur palois. Ndinga qui a été excellent tout au long de cette rencontre face à Justin Joao. Ndinga, la concentration du Palois. Ndinga, de l'intérieur, et c'est l'arrêt. Aïe, aïe, aïe. Molébé, et l'arrêt. Oh, quel héros incroyable. Quel héros, quelle ambiance, quelle folie ici au Noustecamp. Allez, on va croiser les doigts pour la formation du Pau FC. Thibaut Lafargue face à Joao Justin. La concentration de Thibaut Lafargue. Le tir et le but. Quoi qu'il arrive, ils seront à jamais dans l'histoire. Mais l'histoire va peut-être se confirmer. Copona et la qualification. Incroyable. Et le Pau FC qui se qualifie. Incroyable. Quelle ambiance. Et le Guillec qui permet au Pau FC d'aller en demi-finale de la Coupe Gambardella. Majestueux, splendide, fantastique. Le Pau FC, le petit poussé qui cet après-midi, eh bien, bat le tenant du titre. 5 tirs au but à 4. LFNA TV numéro 96 spécial Best-of, c'est désormais terminé. On se retrouve lundi prochain pour l'émission numéro 97. D'ici là, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu, même l'été.